sur tout ce que vous encaissez, voire même ce que vous n'encaissez pas. J'explique. En location nue, c'est 30% d'abattement, mais c'est sur les loyers nets. Donc les charges, les provisions sur charges, etc., les charges de copro, on s'en fout. En location meublée, c'est différent. C'est 50% d'abattement sur les recettes. Donc, ça comprend les recettes, les charges versées par votre locataire, et ça comprend, pour ceux qui font du saisonnier, les frais de plateforme Airbnb qui ne vous sont pas versés. Je m'explique. Airbnb vous verse 1000 euros, mais on a pris 1100 au locataire. Et bien, c'est 1100 euros que vous devez prendre en recette pour calculer l'abattement du micro. Donc, le micro BIC, c'est une fausse bonne affaire. J'ai beaucoup parlé, on va changer de sujet. On parle des locations. On a une question. Comment peut-on faire pour avoir un bail de moins de 9 mois alors, à part faire du saisonnier, un contrat de location saisonnière. Alors si, il y a peut-être ce qu'a mis en place Macron il y a Le 2 bail ans, de les mobilité. bails de mobilité, mais Mais ça, c'est nous, 9 mois. ouais, et ça, nous, on est dans tous les cas pas experts là-dessus parce qu'on n'en fait pas dans nos agences Non. immobilières, on en fait encore moins à titre personnel. Donc on essaie de ne parler dans nos lives respectifs que de choses qu'on maîtrise. Donc là-dessus, on ne maîtrise pas. Mehdi, ça serait cool, mais Bruno qui ne sait pas ce qu'est un hectare, oui, Bruno disait qu'un hectare c'était 100 mètres sur 100 mètres ou je ne sais quoi. Ouais, un hectare c'est 10 000 mètres carrés. Et pour un ministre de l'Agriculture, parce qu'il est maintenant ministre des Finances, sauf erreur, mais avant il était ministre de l'Agriculture, ça la fout mal qu'un ministre de l'Agriculture ne sache pas ce qu'est un hectare. Comment calculer la caution à prendre à son locataire? Alors, caution, tu dois vouloir dire dépôt de garantie, ça se calcule pas, ça s'invente pas. Si tu es en location nue, donc eh bien c'est un mois de loyer sans les charges. Maximum. Voilà. Si tu es en location meublée, tu peux prendre jusqu'à 2 mois de loyer hors charge. Je dis bien tu peux, parce que tu peux aussi réduire. Tu peux te dire que ton logement est petit, les meubles sont peut-être pas d'une grande valeur et que ça va peut-être piquer fort à ton locataire que de lui prendre 2 mois de dépôt de garantie. Donc tu peux toi juger que tu vas lui prendre que 1 mois ou 1 mois et demi. Ça, on le voit dans nos agences, hein. Entre un dépôt de garantie de 2 mois, c'est bien, c'est très protecteur, mais ça pique. Nous qui rajoutons, agence immobilière, des frais de bail de baux qui sont souvent d'1 mois de loyer, eh ben, ça peut vraiment être un frein à la location. Donc Flavie a raison, si vous avez fait un bijou, des super meubles, bah, ok, on tartine 2 mois, quitte à avoir un peu plus de mal à trouver le locataire, mais c'est plus protecteur pour vous. Si vous avez fait de la récup en brocante ou chez Emmaüs, soyons réalistes et mettons des dépôts de garantie un peu plus bas pour trouver plus facilement des locataires. Rouet qui nous dit, il a combien le mètre carré dans votre commune ou ville? Alors tu parles de quoi? De transactions, de mètre carré à l'achat, mètre carré à la location? En tout cas, j'ai beau avoir 16 ans d'immobilier, c'est un indicateur sur lequel je ne me suis jamais fié, le prix au mètre carré, parce que c'est pour moi idiot, je te le dis pas en mode reproche, mais idiot parce que il est facile de comprendre que au sein d'une même adresse, un appartement avec vue dégagée au 4e étage aura un prix au mètre carré 50% supérieur que le même au rez-de-chaussée ou en entresol. Donc un prix au mètre carré, ça veut strictement rien dire. Skieur en carton, ça donne envie d'aller au ski, on y va dans un mois nous. Entre LMNP et SCI pour de la location meublée, quel est l'avantage de la SCI à l'IS? Aucun, si ce n'est éventuellement un avantage successoral. Mais SCI à l'IS permet la même chose que le LMNP, amortissement du bien immobilier hors valeur du foncier, mais n'a pas les avantages qu'a le régime du LMNP, parce qu'en SCI à l'IS, lors de la revente, tu es taxé à l'imposition des plus-values professionnelles. En SCI à l'IS, tu vas payer de la CRL, qui n'existe pas en LMNP. Donc, selon moi, aucun, si ce n'est de transmission successorale. On a une question qui est passée aussi tout à l'heure. Faut-il refaire un bail lors de l'achat avec un locataire? Non, tu n'es pas obligé. Effectivement, tu as acheté un bien immobilier avec un locataire déjà en place. Eh bien, le bail prévaut. Il va continuer après, même avec ses renouvellements. Pas besoin d'en faire un nouveau. Je dirais même que le locataire en place peut s'y opposer. Pour le refaire? Ouais. Ouais, bien sûr. Parce que ça le enfin bref, il n'y a rien qui oblige, qui nécessite à refaire un bail lors de l'achat avec un locataire en place. Et moi, dans les faits, je ne le conseille pas à mes clients. Par contre, je conseille souvent à mes clients l'erreur de base. Dans les ventes, parce que le notaire s'en fout, tout le monde s'en fout, on annexe le bail, et encore que des fois on oublie, et on n'annexe jamais l'état des lieux. Donc nous, on se retrouve avec des propriétaires bailleurs qui ont acheté un logement loué et qui n'ont pas d'état des lieux d'entrée.
Parce que le notaire, en fait, il s'en bat les couilles. On dit tous que le notaire, c'est Dieu, mais le notaire, il traite 15 dossiers par jour, 15 actes, et c'est pas lui qui les prépare. Donc lui, il y a un bail à annexer, basta. L'état des lieux, il n'y pense pas. Nous, quand on vend un logement loué, on impose obligatoirement à notre client de nous fournir l'état des lieux d'entrée. Parce qu'on se met à la place du pauvre bailleur derrière, qui sera bien dans la merde s'il n'a pas l'état des lieux d'entrée le jour où le locataire en place va partir. Donc c'est ça le conseil du jour. Ludivine, le tout sans casier judiciaire, c'est quoi le rapport avec le casier judiciaire? J'ai peut-être pas vu passer l'info. Est-ce qu'il y a des aides de l'État pour les rénovations de maisons? Oui, bonne nouvelle. On fournit, c'est Flavie qui l'envoie sur demande sur son compte gestion locative pour les nuls. Hop, les aides financières en 2024, le guide a été mis à jour par l'État, guide de 62 pages, assez bien fait, qui parle évidemment de ma prime rénov, mais pas que. Donc ce guide-là, on vous l'envoie. Alors vous pouvez le trouver sur Internet comme des grands, mais il n'est pas facile à trouver, donc on peut vous l'envoyer sur simple demande. Vous vous abonnez au compte de Flavie, elle va vous remettre un petit message là en commentaire, gestion locative pour les nuls, vous lui demandez le guide et elle vous l'envoie ce soir ou demain. Voilà, c'est le guide qui dit coucou. Je vous l'épingle. Donc oui, il y a des aides pour les rénovations de biens immobiliers, des aides qui en 2024 continuent à concerner aussi bien les propriétaires occupants, les gens qui vivent dans leur propre résidence principale, que les propriétaires bailleurs en nom propre. En nom propre. C'est un des inconvénients de la SCI, même à l'impôt sur le revenu, même à l'IR, qui pourtant est une SCI qui n'en a que le nom, elle n'est pas éligible à ma prime rénov. C'est uniquement les... Henrik qui est abonné, super. Alors c'est pas mon compte, il faut que tu sois abonné pour avoir le guide, c'est à suite Flavie. Gestion locative pour les nuls, si c'est le cas, tu lui envoies un petit message et elle va te le donner. Ah, skieur, ça c'est une bonne question, j'aime bien. Est-ce que vous conseillez de négocier... Qu'est-ce que vous conseillez de négocier avec la banque hors taux, remboursement anticipé, etc. Ah oui, ça je sais. Ouais, le taux, c'est évidemment quelque chose qu'il est important de négocier, notamment si c'est une résidence principale. Si c'est produit locatif, vous battez pas tant que ça sur le taux parce que c'est du type de vos revenus fonciers. Par contre, j'adore la négociation de la clause de remboursement anticipé. Parce que 3% quand on revend son bien, qu'on donne en pénalité à la banque, ça fait mal au derrière. J'ai emprunté 250 000, je dois 200 000, je vends mon bien, je crois que je rends 200 000 à la banque et on se quitte, bons amis. Eh ben non, il y a une petite clause qui dit que je leur en dois 3% de plus, donc 6 000 euros de pénalité. Encore pire si vous êtes en SCI, parce qu'en SCI, vous n'êtes plus protégé par les lois qui s'appliquent aux particuliers, notamment la loi Scrivener pour le délai de réflexion, etc. Rien de tout ça n'existe en SCI, vous êtes un professionnel. Et donc en SCI à l'IS, par exemple, au CIC, nous on a reçu une offre de prêt en 2022 pour un achat, je la lis et je vois, bam, indemnité IRA 5%. Et là on se dit, putain, on a emprunté 250 000 euros, ou 262 000 euros, bref, pour acheter un local commercial plus un appartement. Et si on ne l'avait pas négocié, on avait une clause de 5% de remboursement anticipé. C'est énorme, c'est énorme. Les MIAS, est-ce que je peux vous poser une question au MP? Je préférais les MIAS que tu la poses ici, parce que à une époque, je répondais moi beaucoup au MP, et puis je recevais trop, donc ça prenait trop de temps. Au bout d'un moment, on a une vie de famille et autres. Donc on aime bien dédier du temps aux autres, mais ça, on le fait dans les lives. Donc pose ta question en live et on y répondra. Dry, ça peut aller jusqu'à combien cette prime? Regarde dans le guide, ça dépend de tout un tas de choses. Si tu fais un bouquet de travaux, ça peut aller jusqu'à plus de 40% du montant des travaux qu'on finance, c'est énorme. Et sinon, si tu prends par exemple l'exemple d'une pompe à chaleur, le truc vraiment à la mode en ce moment, ça peut aller de 0, si tu es dans la catégorie des revenus les plus importants, à 3 000 euros si tu es dans une catégorie de ressources modestes. Et ça peut se cumuler aussi avec les chèques énergie par les distributeurs d'énergie fossile comme Total, Leclerc, etc. Ouais, c'est une bonne question, Louise. Bonsoir, louer une maison avec des panneaux solaires, bonne idée. Si oui, on revend ou on consomme l'électricité. Ouais. Côté locataire ou côté tu serais l'éventuel locataire de cette maison-là, ou c'est ta maison qui est équipée de ça que tu voudrais mettre en location? Enfin, je suis pas très à l'aise avec la question, moi, perso. En tant que, par exemple, si on nous disait, tiens, on va vous confier une maison en gestion locative, parce qu'on est gestionnaire, nous, il y a des panneaux solaires,
le locataire va consommer son électricité. Aucun problème. C'est simple pour nous à gérer, on n'y verrait pas d'inconvénient. Le bailleur qui nous dit, il y a des panneaux, mais c'est moi qui récupère l'argent. Et ben, par exemple, on ne prendrait pas en gestion locative. Parce que ce serait un nid à emmerde. Parce qu'il faut accéder au compteur, etc. Donc, j'ai du mal avec la question. Et du coup, comment réussir à négocier les IRA? Comment tu fais pour les négocier? En le demandant à la banque dès le départ. Il ne faut pas que ça arrive comme un cheveu sur la soupe. On va voir la banque, on dit j'ai une demande particulière, c'est ça. La majorité des banques ne se battent pas là-dessus et acceptent. Et est-ce qu'il existe des aides pour la rénovation dans les biens en SCI? Non, aucune. Des avantages fiscaux? Oui, parce que tu passes ça en charge ou en amortissement selon le montant et la nature des travaux. Mais des avantages type MaPrimeRénov', non. Merci Mehdi pour les petits j'aime, je les vois passer, Ah c'est oui, sympa. merci Mehdi, c'est sympa. Est-ce qu'on fait la gestion locative sur la région parisienne? Non, que en Normandie, désolé. Est-ce qu'il existe des sites spécialisés pour trouver des immeubles de rapport? Le Bon Coin fonctionne très bien, tu le mets en filtre autre, tu ne mets pas ni maison ni appartement, tu mets autre, tu mets en mot-clé immeuble, ça fonctionne très bien. Tu es censé avoir des sites comme La Bonne Pierre qui se destinent uniquement aux investisseurs, pas forcément aux immeubles de rapport, mais aux investisseurs. Je trouve pas ça forcément qualitatif. Moi, je trouve que Le Bon Coin reste le best des best pour avoir du volume en mettant le filtre autre et immeuble en titre. C'est comme ça que je fonctionne moi. Bonjour, pour l'achat de la résidence principale, l'apport est-il obligatoire? Fortement conseillé, Antoine. Alors ça dépend évidemment des banques. Il y a quelques mois, l'apport était-il obligatoire? Quasiment. Vraiment l'immense majorité des banques exigeaient, parce que oui c'est le terme, 10 à 20% d'apport. Ils commencent à lâcher du lest là-dessus. Et il y a de plus en plus de banques qui recommencent à financer sans apport si tu as de l'épargne. Parce qu'il y a une différence entre ne pas avoir d'apport parce que je veux garder mon argent de côté pour autre chose. Il y a une différence entre j'ai pas d'apport parce que j'ai pas d'argent. Et ça reste encore difficile en ce moment. Est-il bien de racheter sa maison principale en SCI pour la louer après? Non, tu vas payer côté propriétaire, que tu vends ta résidence principale, tu vas payer de l'imposition des plus-values immobilières. Ah non, si ta résidence principale, non, je dis une bêtise. Par contre, côté SCI, tu vas payer à nouveau les droits de mutation, les frais de notaire, alors que tu les avais déjà payés une première fois. Je vois pas le montage compliqué. Moi, j'aime bien la SCI pour acheter des nouveaux biens. Je trouve toujours compliqué de monter une SCI pour racheter un bien qu'on possède déjà. Il y a une lourde fiscalité. Donc, je préfère toujours acheter des biens nouveaux avec une SCI nouvelle. Non, skieur, pas forcément. Est-ce que c'est mieux d'avoir une SCI dédiée à cet immeuble? Alors, si on parle de SCI à l'IR, à l'impôt sur le revenu, il n'y a pas de frais de comptabilité annuel obligatoire. Donc, monter plusieurs SCI va coûter de l'argent au moment du montage, mais il ne va pas avoir de frais de fonctionnement. Par contre, une SCI à l'IS, celle qui a sur le papier un plus gros avantage fiscal, va nécessiter tous les ans un bilan comptable. Donc, ça peut. Si tu mets une SCI par immeuble, ça va douiller. Mehdi, merci. Abonnez-vous au compte de Flavie, gestion locative pour les nuls. C'est sympa. Merci Mehdi, c'est cool. C'est gentil de ta part de le rappeler. Merci beaucoup. J'ai de l'apport, mais bon, tout cramer pour les RP m'embête un peu. Tu es dans la situation que je disais tout à l'heure, Antoine, et je t'en félicite. C'est pas que tu veux pas mettre d'apport parce que tu n'as pas d'argent, même si je le comprendrais, mais c'est parce que tu veux en garder. Et ça se comprend très bien pour un banquier. Ça peut, pour un banquier qui réfléchit, même être un bon point. Se dire, ok, le gars est pas bête parce qu'il veut garder une épargne de précaution. Est-ce que les démarches sont longues pour les primes? Non. Nous, on l'a fait en 2022. La dernière fois que j'ai fait des démarches MaPrimeRénov'. Par chance, c'est l'entreprise qui m'a fait mon ITE qui s'en est chargé, mais on a eu la réponse très rapidement. De mémoire, 15 jours, 3 semaines. Par contre, pour toucher l'argent, c'est un peu plus long. Antoine, merci pour la clarté des réponses. Écoute, c'est gentil. Je regarde s'il n'y avait pas une autre question. Kéops, Total Kéops. Non, l'audit est obligatoire, point barre. Alors, je pèse mes mots. Si tu n'es pas en copropriété, parce qu'en copro, l'audit n'existe pas, et l'audit est obligatoire uniquement pour les biens
doté d'un DPE nouvelle version depuis le 1er juillet 2021 classé F ou G. Dans ces cas-là, l'audit est obligatoire. Point barre. Ah, j'espère qu'on est toujours là. Mettez-nous en message. J'ai eu un message comme quoi le Wi-Fi était pas bon et que la connexion était perdue. Pardon. Alors, Cops qui nous dit, peut-on acheter un IDR déjà loué meublé et le passer en LMNP? LMNP, ça veut rien dire, Cops, c'est un statut fiscal. Mais si l'immeuble était déjà loué meublé, ça veut dire qu'à l'intérieur de cet immeuble-là, il y a des baux en cours et c'est des baux meublés. Donc le passer en LMNP ne veut rien dire. C'est juste que toi, en tant que nouveau propriétaire, tu vas te déclarer à la LMNP, si ce n'était pas déjà fait, tu vas obtenir un numéro de SIRET. Et à la fin de l'année, tu vas opter soit pour le régime réel, notamment si tes recettes ne dépassent pas 23 000 euros, soit pour le régime de micro. Mais en fait, si tu ne vas pas passer en LMNP, il est forcément déjà en meublé dans le cas que tu nous cites. Joe, que préconisez-vous avec 200 000 euros en cash? Bah, se barrer au soleil. Non, plus sérieusement, bah, évidemment, sous réserve que tu sois encore accessible à l'emprunt immobilier par ton âge ou par ta santé, bah, moi demain je dispose de 200 000 euros de cash, bah, je m'en sers comme un levier pour lever du capital auprès d'une banque. Et avec 200 000 euros de cash, je lèverai au moins 5 ou 600 000 euros de dette. Ça me permettrait d'investir 7 ou 800 000 euros dans l'immobilier actuel. C'est ce que je ferais si j'avais 200 000 euros de cash. Ce qui à la santé n'est pas le cas. Alors, vaut-il mieux acheter pour louer ou pour vivre pour un premier achat immobilier? C'est une bonne question, ça, qu'on nous pose souvent. Ça dépend après de ta vision à long terme. Acheter sa résidence principale, c'est une bonne chose. Après, derrière, si tu veux continuer les investissements locatifs, est-ce que cette ligne d'emprunt qui ne va pas être trop lourde va freiner ta banque pour continuer à te prêter? Sois pas trop gourmand sur la première RP. L'erreur, nous on n'est pas contre acheter la RP en premier, l'erreur pourrait être d'acheter une RP très chère qui t'amène au max de ton taux d'endettement et qui fait qu'après, plus rien n'est possible. J'ai 52 ans. Tu as 52 ans, tu es dans le cas de figure où les durées d'emprunt commencent à raccourcir. Tu n'es pas vieux, hein, mon pauvre, c'est pas ce que je dis. Mais pour une banque et pour une compagnie d'assurance, tu arrives à un âge où on va difficilement te prêter. Sur 25 ans, ça n'existera plus. Sur 20 ans, ça mènerait une fin de prêt à 73 ans quasiment, c'est mort. Les banques vont encore te prêter sur une quinzaine d'années, on va dire. Mais ce que je te disais tout à l'heure reste vrai. Notamment si tu as des enfants, hein, pour prévoir une succession. T'es jeune, mais c'est bien de commencer à y penser. Lever de la dette, l'emprunt immobilier, est ce qu'il y a de mieux pour protéger votre femme ou vos enfants. Moi aujourd'hui, si j'en prends mon exemple, vivant, je ne vaux pas grand-chose. Vivant, je vaux un petit peu de sous qu'on a à la banque Flavie et moi, mais c'est pas énorme. Mort, je vaux une petite fortune parce que j'ai un gros patrimoine immobilier à crédit qui aujourd'hui ne représente que de la dette. Mais si je décède, cette dette-là, elle s'efface avec moi. Instantanément, les biens immobiliers deviennent payés. Donc plus on fait de crédit immobilier, je ne parle pas de crédit à la consommation pour acheter une télé, hein, mais si on fait des crédits immobiliers, c'est une façon de protéger sa famille. Je vous assure que c'est une vraie façon de protéger sa famille. Il y a Doudou qui nous dit bonsoir Flavie Patrick. Salut Doudou. Salut Doudou. Ah oui, je reconnais ta petite photo, bah Doudou. Oui. Et Caps qui nous dit vous êtes les meilleurs, c'est sympa. Ah, t'es mignon, c'est gentil. Et on a Joe qui nous dit je comprends et qu'il pense à Gaël. Je comprends pas, t'es bête. Donc oui, l'emprunt immobilier est ce qu'il y a de mieux pour protéger votre famille. On peut parler peut-être aussi un peu de succession, on n'en a pas du tout parlé dans ce live-là. Flavie et moi, on est en plein dedans, on a vu notre notaire il y a 1 mois et demi pour mettre à jour notre testament, c'est pas encore fait d'ailleurs, mais on a commencé à le pré-rédiger. J'ai fait pour mon meilleur ami la semaine dernière la simulation de sa succession, parce que c'est comme moi un mec qui investit dans l'immobilier, qui vient d'avoir une petite fille, dont je suis le parrain, qui a 3 mois et demi, et qui me disait, du coup, voilà, je viens d'avoir une fille, donc ça change la donne par rapport à un testament que j'avais fait il y a 2 ou 3 ans, où j'avais pas d'enfant. Là, il rachète encore une baraque en VFA, donc il est en train de se monter un petit patrimoine immobilier, et il m'a dit, il a 38 ans, mon meilleur ami, et il m'a dit, qu'est-ce que ça donne demain si je meurs? Et du coup, je lui ai simulé les droits de succession qu'aurait à payer sa fille, et ça monte très vite.
parce que l'immobilier, je vous le disais tout à l'heure, protège vos enfants grâce au jeu des assurances en cas de décès. Mais d'un autre côté, évidemment, monte votre patrimoine, et ce patrimoine-là, il peut être taxé à plus de 40% au moment de votre décès. C'est-à-dire que vous laissez 500 000 euros derrière vous, et si vous avez un enfant unique, ça peut représenter 150 000 euros à trouver pour payer les droits de succession. Max qui nous dit Pax ou mariage est quasiment obligatoire si on achète à deux sans enfants. Oui. Alors nous, on est paxés, mais c'est pas la meilleure des solutions. Notre Patrick qui nous vante toujours le mariage, j'attends ça avec impatience. Mais effectivement, en tout cas, acheter à deux sans être ni marié ni paxé, ça revient à être une indivision et d'un point de vue du fisc entre deux personnes inconnues, parce que l'union libre n'a aucune valeur d'un point de vue succession, et ça amène à une catastrophe fiscale en cas de décès. Donc est-ce que c'est obligatoire? Non, c'est par contre très vivement conseillé, surtout si son souhait est bel et bien de donner à sa moitié. Parce qu'en vrai, se paxer, si on ne veut pas donner sa part à sa chérie, ne sert à rien. Si on se dit, moi, j'ai pas d'enfant, et si je décède, je veux que ce soit mon frère qui hérite. En vrai, ça sert à rien de se paxer. Par contre, si on est vraiment amoureux et qu'on se dit qu'on veut que la part de la maison arrive à sa chérie, ou une partie, parce qu'on peut très bien mettre des quotités dans un testament, oui, dans ces cas-là, il faut à minima se paxer, voire se marier, et rédiger un testament. Testament qui coûte en moyenne 150 balles chez un notaire, enregistrement compris. L'enregistrement coûte une vingtaine d'euros. Les notaires prennent en général une centaine, 120 euros maximum de frais pour l'enregistrer, enfin de frais pour vous conseiller. Donc c'est 150 euros maximum par personne, un testament en général. Skiran Carton qui nous dit merci à vous deux pour votre partage et vos conseils. Avec plaisir. Je t'en prie. Alors, bonsoir, je veux investir dans l'immobilier jeune, mais je n'y connais rien. Qu'y a-t-il à savoir? Chloé, trop de choses pour détailler dans un live, mais bonne nouvelle, et Flavie peut te le donner aussi, tu t'abonnes au compte de Flavie. J'ai dit tous les ans un guide, donc là c'est version 2023, j'ai pas encore mis à jour la 2024, mais je vous rassure, tout est bon dedans. C'est juste que j'apporterai un petit peu d'analyse de jurisprudence récente dans la version 2024. Tu as ce guide « Comment déclarer vos revenus fonciers » qui est un guide à destination des investisseurs immobiliers débutants qui veulent faire de la location nue, qui veulent faire des travaux, je parle déficit foncier, etc. Et Flavie va vous mettre à nouveau un petit commentaire pour que vous voyez son nom. Vous lui faites la demande et elle vous l'envoie demain, ce guide, qui est 100% gratuit. C'est un lien de téléchargement, on ne vous demande rien en échange, il n'y a même pas besoin de mettre de coordonnées ou quoi que ce soit, c'est aussi simple que ça. Belle Reda qui dit c'est ta femme, elle est très jolie. Oui, c'est ma femme et je te remercie pour le compliment. On est relativement d'accord, toi et moi. Merci. Crisco qui dit si on est vraiment amoureux, il vaut mieux se marier plutôt que se paxer. Oui, par contre, moi je conseille vraiment, et n'y voyez rien de malsain, c'est vraiment une façon de se protéger l'un et l'autre. Je conseille vraiment de se marier avec un contrat de mariage. C'est une prison, le mariage sans contrat est une prison. Parce que ça empêche l'un ou l'autre de monter une entreprise sans faire prendre de risques à l'autre. Si on vient plus s'entendre, ça bloque tout le monde le temps du divorce. On ne peut pas racheter de biens immobiliers, on ne peut pas monter de société. Donc se marier, oui, mais faites-moi un putain de contrat de mariage, s'il vous plaît. Kéops, il nous dit, vous êtes les meilleurs, chers collègues, c'est gentil. Est-ce que tu es professionnel de l'immobilier pour nous dire ça? Damien qui dit, alors explique-moi des investissements. Je n'ai pas compris. Chloé, gratuit. Ah oui, c'est 100% gratuit. On gagne notre vie par notre métier d'agent immobilier. On ne gagne absolument pas notre vie, pas le moindre euro, parce qu'on fait sur les réseaux sociaux comme TikTok, etc. On ne vend pas de formation, on ne vend que dalle. C'est purement du bénévolat parce qu'on aime ça, en fait. On aime la bienveillance qu'il y a dans l'immense majorité des lives qu'on fait où il y a quasiment toujours que de la bienveillance d'un côté comme de l'autre, donc c'est une bonne chose. Ah, t'es agent co. Ok, je comprends. Le Divine qui dit c'est généreux de votre page ce guide gratuit. Bah oui, en fait, effectivement, à la base, on l'a fait pour la première fois en 2021. À l'époque, j'étais pas sur TikTok, Flavie encore moins, elle a commencé après moi. C'était un guide qu'on éditait pour nos clients de nos agences immobilières, qui était toujours gratuit, sans engagement, patati patata, mais qu'on mettait à disposition de nos clients. Maintenant, je me suis dit, autant en faire profiter le plus grand nombre, et il y a en moyenne plus de 200 téléchargements de ce guide tous les mois. Donc c'est cool, il est diffusé, c'est cool. Je leur montre ici, 100% gratuit, vous en faites la demande à Flavie, il y a 18 pages.
C'est moi qui l'ai écrit, donc il n'y a rien de trop compliqué à lire, je vous rassure. C'est écrit en gros en plus, donc ça va vite, hein. En vrai, pour le lire une première fois, en 1 heure, c'est lu. Et après, vu qu'on parle quand même de notions juridiques, ça peut être bon de le relire une deuxième fois pour bien le comprendre et l'assimiler. Mais en 1 heure, c'est lu, hein. C'est lu, C'est lu. c'est lu. Ça fait 1 heure que je parle, je suis fatigué déjà. Mon chou. Que conseillez-vous pour trouver un bon comptable quand on n'en a pas dans son réseau? Ah, bah ça c'est Pas grand-chose, une hein, bonne mon pauvre. question. Si Ouais. ce n'est peut-être éventuellement de checker sa e-réputation, pourquoi pas ses avis Google. Mm. Mais nous, le premier, on a pris un comptable au hasard quand on a monté nos business il y a 5 ans, dont on n'est ni très content ni très mécontent. Mm. Donc, si c'était à refaire, on en prendrait peut-être un autre en toute transparence. Il y a eu un petit couac l'année dernière avec notre SCI où justement on a oublié de nous parler d'une obligation qui nous concerne, la CRL, obligation déclarative et obligation de montant. Donc on avait 2000 euros d'impayés de notre tort parce que le comptable ne nous en avait jamais parlé. Donc voilà, on a un peu du mal à digérer ça avec notre comptable. Ouais, je crois qu'il y a un recrutement en cours chez Ouve dans mon équipe. Alors Avec Emmanuel, IAD. merci. Il y a des très bons professionnels chez IAD. J'ai un copain qui bosse chez IAD, enfin le frère d'un bon ami. Et donc non, on ne viendra pas avec toi. On a nous-mêmes 5 agences immobilières qui nous appartiennent. Donc tu comprendras qu'on ne viendra pas chez IAD. Mais en tout cas, si tu partages notre vision de l'importance de la formation, eh ben, on va bien s'entendre. Moi, j'adore mon métier d'agent immobilier. J'aime pas beaucoup les agents immobiliers, par contre, en revanche, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans notre métier qui sont pas formés. Alors si on n'est pas formé parce qu'on commence, ok, je comprends. Mais des fois, je rencontre des mecs qui ont 5 ans de métier et qui n'ont aucune connaissance du bâtiment, aucune connaissance de la fiscalité, qui savent même pas calculer une imposition des plus-values immobilières. Enfin voilà, pour moi, on a un métier qui est génial, mais quand je facture 10 000 euros à quelqu'un, parce qu'en moyenne dans une agence, on facture 9 300 euros hors taxe, quand je facture 9 300 euros hors taxe à quelqu'un, bah, c'est pour qu'il ait un putain de service de qualité. Si c'est pour avoir ouvert 2 portes, ça sert à rien. Les gens peuvent faire de même sur Le Bon Coin dans ce cas-là. Sylvain qui dit l'exclusivité, vous n'êtes pas bon. Alors à qui tu dis ça? Il y a une conversation qui s'est entamée. Parce que nous c'est que de l'exclusivité, hein. On a 5 agences immobilières, on ne travaille pas en mandat simple, jamais. On a vendu 500 biens immobiliers en 5 ans, 600 parce qu'on fait 120, 130 transactions les bonnes années. Donc on a rentré, je crois qu'on est à 690 mandats dans notre registre des mandats. Il y a 0 mandat simple, c'est une putain de fierté pour nous. On travaille à 100% en exclusivité, 100%. C'est pas un mythe, ça existe. Tu feras un bon formateur. Ouais, c'est vrai. Ouais, peut-être que c'est ce que je ferai après l'immobilier, parce que l'immobilier classique, c'est bien, mais quand tu as 15 personnes qui dépendent de toi, et bref, c'est assez prenant niveau psychologique, donc ça sera peut-être le futur métier le jour où je changerai. Comment peut-on obtenir votre guide? Alors soit il est déjà disponible sur le site visitenco.fr, donc tu peux aller le chercher comme un grand, gratuit, tu n'as même pas besoin, je me répète, de mettre tes coordonnées, tu trouves le bon endroit, tu cliques, il s'ouvre, mais sinon tu t'abonnes au compte gestion locative pour les nuls, Flavie va remettre un petit message ici, tu lui envoies un petit coucou en MP, tu lui dis je veux le guide et dépêche-toi, et que ça saute. Et elle te l'enverra ce soir ou demain. Bonsoir, le top agent IMO de France. Non, il y en a des bien meilleurs que moi, mais en tout cas, je suis formé, ça je peux le dire modestement. Mais après, être agent immobilier, c'est aussi une vraie compétence humaine, de relationnel, et là-dessus, on se forme toujours, on progresse, et il y a sûrement 1000 fois meilleur que moi, parce que je suis assez peu patient dans la vie. Mais au moins, je suis formé, ça oui, ça va. Tu n'es pas patient, toi? Quel est le TikTok de Flavie, nous demande Chloé. C'est gestion locative pour les nuls. Vous l'avez juste ici. Je vais vous l'épingler à nouveau. Je sais pas comment on fait. Si tu recules. Attends avec tes gros doigts. Ah. Bon, on n'y arrive pas, c'est pas grave. Vous l'avez vu, gestion locative pour les nuls. C'est pas grave. Bon, on n'y arrive pas. Oui. TikTok bloque peut-être. Alors, j'ai appris auprès d'un député que les terrains agricoles ne seraient plus constructibles. Oui, d'ici 2050, c'est la loi zéro artificialisation des sols. C'est un bouquet compliqué à dire après une heure de live. Donc, oui, il y aura de toute façon de moins en moins de détachement de construction de l'eau à bâtir, notamment de l'eau
qui vont être pris sur les terrains agricoles. Il y a encore de belles possibilités sur les terrains existants. Tu prends l'exemple de la maison dans laquelle on est. On a 3500 m² de jardin en zone U d'une commune dotée d'un PLU. Donc notre terrain est 100% constructible et on pourrait, c'est absolument pas notre souhait, mais on pourrait détacher des lots de 300 ou 400 m². Donc après, il y a aussi la forme du terrain. Donc on ne pourrait pas faire 10 maisons sur notre terrain, mais on pourrait en faire 3 ou 4. Et ça sera permis même encore dans 10 ou 20 ans, parce qu'on ne grignote en aucun cas des surfaces agricoles. Par contre, de créer un nouveau lotissement sur 2 hectares de terre agricole, ça, on va le voir de moins en moins dans les années qui vont venir. Ah, Steven, ça nous fait plaisir, ça. Bonsoir, je viens de prendre le magazine Conseil by Visit & Co à Super U de la lecture pour ce soir. Oui, alors je peux en parler vite fait dans ce live-là, parce qu'il est également disponible sur Internet en lecture PDF. Avec Flavie, on édite pour les Normands un magazine d'immobilier, d'habitat, de décoration entre 20 et 30 000 exemplaires en papier, un magazine de 20 pages tous les trimestres. Et donc, Steven, qui habite dans notre région, a pris la dernière version en main. Dans cette édition-là, il y a... Tiens, tu en as peut-être un exemplaire. Dans cette édition-là, il y a un article sur l'ITE, l'isolation par l'extérieur, combien ça coûte, quelles sont les aides possibles. Et il y a aussi 2 pages de fiches techniques sur des conseils en immobilier. Donc, ceux qui ne sont pas en Normandie, vous pouvez le lire sur le site visitandco.fr. Et là, j'en ai pas. Non. Non, il n'y a même pas qui traîne. Damien Ami qui dit l'immobilier c'est compliqué, tu continues encore de mentir. Alors je sais pas si tu parles à moi, mais si c'est le cas, ton mot est un petit peu fort, parce que quel intérêt j'aurais à mentir vu que je ne vends strictement rien, ni dans ce live ni sur TikTok d'un point de vue général, absolument.